Broken Arrow, Oklahoma. Une maison comme les autres, une famille comme les autres, des enfants scolarisés, des parents présents, bref, rien d'anormal. En tout cas, en apparence, parce qu'à l'intérieur de cette maison, il y a deux frères. Deux frères qui passent des heures sur Internet, à regarder des vidéos, à lire des histoires, à consommer, encore et encore et encore, jusqu'au moment où ça ne suffit plus. Alors ils commencent à imaginer, à fantasmer, à planifier. Pas des bêtises ou des conneries d'ado, non. Quelque chose de beaucoup plus grave. Et à partir de là, une question se pose. À quel moment ce que tu regardes derrière un écran peut te faire basculer dans la réalité ? Parce que dans cette histoire, tout commence dans une chambre, devant un ordinateur. Et ça va finir d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. 22 juillet 2015, 23h30. Daniel Beaver s'enferme à clé dans le bureau de son père pour composer le 911. La voix de l'adolescent de 12 ans est si faible que son interlocutrice pense d'abord parler à une jeune fille. Elle commence par lui poser des questions doucement, jusqu'à entendre des cris étouffés en arrière-plan. Dans ce silence prudent, quelqu'un pleure en retenant son souffle. Puis rapidement, Daniel dit que sa famille est attaquée, avant qu'une autre voix masculine ne prenne le combiné. L'individu dit « Allô ?» et la ligne coupe. L'opératrice essaie évidemment de rappeler, sauf que personne ne décroche. Donc elle envoie des unités en urgence au 709 Magnolia Court à Broken Arrow, dans l'Oklahoma. Normalement, c'est pile le moment où tu demandes qui a bien pu attaquer les Beavers. Il faut qu'on remonte un peu dans le temps pour comprendre ce qui a rendu possible cette nuit de l'horreur. Eh bah oui, j'ai fait mes petites recherches pour ça. D'ailleurs, il y avait pas mal d'informations et pour les trouver, j'ai testé un outil hyper pratique récemment. Ça s'appelle Mammoth AI. En fait, c'est une seule plateforme qui regroupe tous les meilleurs modèles d'intelligence artificielle au même endroit. Donc au lieu de jongler entre 10 outils, tu fais tout directement dans une seule interface. Je sais, à l'époque Mammoth c'était un supermarché, maintenant c'est de l'IA. Bon, c'est l'évolution. En gros, t'as accès à ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity, etc. Donc t'es pas dépendant d'une seule IA. Et surtout, tu peux comparer leurs réponses, les améliorer et obtenir des résultats beaucoup plus précis, plus rapidement. Tu perds plus de temps, t'as la meilleure réponse directement. Moi, je m'en sers pour faire des recherches, mais pas seulement. Si je dois traduire des documents, répondre à des emails ou que je comprends pas un contrat, j'utilise Mammoth et je règle mes soucis en 2 secondes. D'ailleurs, Mammoth met à jour les derniers modèles dès qu'ils sortent, donc t'es toujours à jour sans rien faire. Niveau confidentialité, il ne stocke pas tes données et tes prompts ne sont pas utilisés pour entraîner les IA. C'est une boîte européenne basée à Paris, conforme au RGPD avec des serveurs en Allemagne. Donc t'as un vrai contrôle sur ce que tu fais. Tu peux même créer tes propres assistants personnalisés pour automatiser certaines tâches ou organiser tes projets. Que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, ça te simplifie tout. Et le meilleur, c'est que ça commence à partir de 10 € par mois. Donc franchement, vu le temps que ça te fait gagner, c'est vite rentabilisé. Je te conseille vraiment de tester, t'as le lien en description. Maintenant, il faut qu'on remonte dans le temps pour comprendre ce qui s'est passé chez les Beavers. Pour ça, on doit d'abord parler du ciment de la famille Beaver, les parents. David et April Beaver se sont rencontrés et mariés au Texas en 1987. Cette année-là, elle avait 15 ans et lui en avait 24. Ce détail dérangeant a été glissé des années plus tard dans un post Reddit fait par April, comme si ça n'avait strictement rien d'extraordinaire. C'est bon, rassure-toi, je t'ai entendu le dire. Comment c'est possible ? En fait, au Texas, les lois sur les mariages des mineurs étaient très permissives dans les années 1980. Les filles pouvaient se marier dès 14 ans avec le consentement parental et l'approbation d'un juge, sans âge minimum absolu strict, avant les réformes récentes. Donc le mariage d'April était légal avec l'autorisation parentale, surtout dans le sud-est des États-Unis, où ces unions étaient courantes avec un taux élevé chez les 15-17 ans. Le rêve américain. Il y a quand même eu des réformes progressives et l'âge a été relevé en 2017. Le Texas a porté le minimum à 16 ans avec exception, et des propositions pour un âge fixe à 18 ans sans exception ont échoué jusqu'en 2025. Ils sont bizarres au Texas, hein. Mais bon, c'est comme ça, et ça n'empêche pas le couple d'avoir des enfants. Autumn, c'est la petite dernière qui vient au monde. Elle pèse moins d'1 kilo. Ce traumatisme pousse April à lancer Autumn Hope Inc., une association caritative pour les familles de bébés prématurés. Elle gère aussi une petite entreprise nommée A Sign of Surprise, qui place des panneaux cigognes dans les jardins des voisins pour fêter les naissances. Ceux qui la connaissent un peu la décrivent comme une mère poule généreuse. Elle ferait tout pour ses proches, et c'est bien pour ça qu'elle est autant appréciée. Son époux David, lui, est consultant en informatique chez HP Enterprise Services. C'est un homme discret qui a 18 ans d'expérience au compteur en administration de bases de données.
Généralement, il est perçu comme quelqu'un de fiable, de calme et d'efficace. En 2007, le couple achète la maison du 709 Magnolia Court, dans le quartier d'Indian Springs, au sud de Broken Arrow. Déjà à l'époque, elle vaut la modique somme de 245 000 $, notamment parce qu'elle est située dans une banlieue aussi tranquille que bien fréquentée. Sauf qu'en 2015, 8 ans après leur emménagement, personne ne connaît vraiment les Beaver. Par contre, ce que tout le monde sait, c'est qu'ensemble, ils ont eu 7 enfants. En même temps, c'est difficile de passer à côté. L'aîné des Beaver, Robert, a 18 ans. Puis il y a Michael, 16 ans, Crystal, 13 ans, Daniel, 12 ans, Christopher, 7 ans, Victoria, 5 ans et Autumn, 23 mois. Pourtant, un grand nombre de leurs proches voisins ne connaissent même pas leur prénom. Et pour cause, David et April vivent complètement reclus. Ils ne permettent pas à leurs enfants d'aller jouer avec les autres jeunes du quartier et peuvent les garder enfermés des mois entiers. Ils sont tous scolarisés à domicile et généralement n'ont le droit d'aller dehors que pour faire des courses. Ils n'ont pas non plus d'activité extrascolaire et ne se fréquentent qu'entre eux parce qu'ils n'ont jamais pu se faire d'amis. Les rares fois où on peut apercevoir les enfants Beaver à l'extérieur, ils restent regroupés. Ils sont silencieux, n'adressent la parole à personne, et ça dure qu'une poignée de secondes. Si la famille est si renfermée sur elle-même, c'est surtout parce qu'April et David sont persuadés que le mal est partout. D'ailleurs, le papa interdit à ses enfants de s'approcher des fenêtres, au motif que le monde extérieur est soi-disant plein de personnes malveillantes. Bon, dans les faits, à partir du moment où dehors il y a des gens qui veulent en bouffer d'autres, on peut pas vraiment lui donner tort. Sauf que là, c'est clairement un délire religieux. April et son mari parlent ouvertement de gens qu'ils haïssent. C'est sûrement aussi une vipère au travail, sauf que eux, c'est différent. Ils évoquent l'Armageddon biblique comme une façon de rendre à tous ceux qu'ils détestent dans le monde ce qui leur est dû. Et ils en parlent exactement comme d'autres discuteraient de leur journée. Et puis, David peut également se montrer très violent. Il frappe ses enfants. Il n'hésite pas à les jeter à travers la pièce quand il est en colère, et à les martyriser psychologiquement au passage. Histoire d'être sûr qu'aucun ne pourra échapper à son contrôle, il a aussi installé un système de surveillance. La maison est ainsi truffée de caméras à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est donc sous surveillance permanente, dans un espace qui ressemble davantage à une prison qu'à un foyer, que la fratrie Beaver évolue. Autant dire que dans ces conditions, la possibilité que l'un ou plusieurs d'entre eux développent des troubles psychiatriques est décuplée. D'autant plus qu'il y a une faille dans le dispositif mis en place par David et April. Ils ont certes isolé leurs enfants du reste du monde, mais pas entièrement. Les deux plus grands, Robert et Michael, ont accès à Internet. Ils ont chacun 2 ordinateurs portables et des heures entières à tuer devant leur écran. La consommation de mouchoirs dans la maison vient d'exploser. D'ailleurs, Robert a une chaîne YouTube, appelée Cult Empire Official, sur laquelle il a publié quelques vidéos. Et c'est là, dans la chambre des frères Beaver, que le fond de cette affaire prend forme. Comme dans beaucoup d'histoires de ce genre, les signaux d'alarme sont nombreux dès le départ. Malheureusement, personne ou presque ne les voit. Et ils ne seront pas pris au sérieux. Alors, Robert va purement et simplement se transformer en monstre sous les yeux de tous les membres de sa famille. Et le résultat sera bien pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une partie de ce qui amène Robert à changer, c'est la haute opinion qu'il semble avoir de lui-même. Et oui, le jeune homme est convaincu que s'il n'avait pas grandi dans cette bulle familiale, il aurait pu entrer à Harvard ou à Yale, les doigts dans le nez. Il se juge extrêmement intelligent. Robert dit ouvertement qu'il n'aime pas les gens, que s'il n'a pas d'amis, c'est uniquement parce qu'il ne veut pas s'en faire. Une haine qui va croître de manière exponentielle, précisément parce qu'il l'alimente en consommant des contenus morbides sur Internet. Au départ, ce n'est qu'une simple fascination pour les faits divers, du genre de celle que n'importe quel adolescent passionné peut avoir. Sauf que Robert s'arrête pas là, vu que chez lui, ça vire carrément à l'obsession. Peu à peu, il en vient à passer des heures sur YouTube, à décortiquer les grandes tueries de masse, notamment les fusillades de Columbine et d'Aurora. Il analyse les méthodes employées par les tueurs, compare les erreurs qu'ils ont commises, et commence à se demander comment est-il possible de faire mieux. Il y a même pire dans tout ça, il a l'air de s'en croire capable. Histoire d'enfoncer le clou, il regarde aussi Rampage en boucle. Sorti en 2009, ce film raconte l'histoire d'un homme qui se fabrique une armure artisanale et part tuer des gens dans sa ville. Robert voit là-dedans non pas de la fiction divertissante, mais une vraie source d'inspiration. Il commence alors à tenir un journal dans lequel il couche ses sombres pensées.
et invente même un personnage fictif qu'il appelle comme lui, Robert Beaver. C'est un homme froid, impitoyable et déterminé, dans la peau duquel il s'entraîne à se glisser pour parvenir à ne ressentir plus aucune empathie. En réalité, le jeune homme a envie de commettre des meurtres depuis ses 13 ans. Une obsession tordue qu'il va s'appliquer à ancrer dans la tête de son frère, Michael. Une fois la nuit tombée et la porte de leur chambre fermée, l'aîné des Beaver parle de sa passion pour les tueries à l'adolescent influençable. Au départ, ce dernier est dubitatif. Il se demande si tout ça est vraiment sérieux. Mais à partir du 30 juin 2015, le doute n'est plus permis. Ce jour-là, Robert expose à son frère le plan qu'il a fomenté. Il veut tuer tout le monde dans la maison, puis partir commettre d'autres meurtres à travers les États-Unis. Robert insiste chaque soir sur ses envies destructrices. Et après s'être fait retourner le cerveau chaque jour pendant des mois, Michael est convaincu. Donc il lui répond que oui, en fait, c'est une bonne idée. Crystal, leur sœur, remarque que quelque chose se trame bien avant que quiconque d'autre ne s'en préoccupe. Elle en parle à leurs parents, allant jusqu'à leur rapporter que Michael lui a clairement dit qu'ils allaient tuer la famille, et lui a demandé si elle voulait participer. April répond que c'est ce que font les garçons. D'après elle, ses fils font ça juste pour attirer l'attention. C'est rien d'inquiétant. Juste une envie de meurtre. Cette indifférence permet à Robert de se préparer tranquillement, sans que personne ne vienne lui poser de questions. À ce moment-là, il travaille chez Mikatech, un centre d'appel religieux de Broken Arrow où il répond aux gens qui téléphonent pour demander des prières. Chaque dollar de ses salaires, il le dépense en matériel pour sa tuerie à venir. Il économise ainsi plusieurs milliers de dollars, qu'il utilise pour assembler ce qu'il appelle lui-même son équipement de survie. Il s'achète une combinaison complète en Kevlar, calquée sur les costumes du film Rampage. Des manches en Kevlar, des casques, un protège-cou et des jambières. De son côté, Michael n'a les moyens de se payer qu'un simple gilet. Après le début des préparatifs, Robert est plus que jamais lié à son frère. D'ailleurs, il note dans son journal « Je n'imagine personne avec qui je préférerais partir en massacre ». Une fois l'idée validée par Michael, tout ce que les deux frères font est méthodiquement budgété et consigné par écrit, puis stocké sur une clé USB qu'ils cachent dans la maison familiale. Pour mettre leur plan à exécution, ils commandent des couteaux, une arbalète, 2 pistolets Glock et un fusil à pompe Mossberg dans une armurerie locale. Un arsenal accompagné de 2250 balles et cartouches, dont ils demandent la livraison à l'adresse de la maison familiale. Elle doit être effectuée le 23 juillet 2015. C'est finalement cette date qui détermine tout le reste. Robert et Michael avaient prévu de passer à l'acte en octobre, mais l'aîné comprend qu'un colis de munitions déposé à leur adresse risque d'alerter leurs parents. Un massacre sponsorisé la poste. C'est pour cette raison qu'il décide d'agir le 22 juillet, la veille de la livraison. Il décide qu'il faut que tout soit terminé avant l'arrivée du colis. Le plan détaillé à l'écrit par Michael est le suivant. Les deux frères enfileront leur équipement vers minuit. Puis Robert tuera April. Michael tuera Crystal et Victoria. Et ensemble, ils monteront tuer David et Autumn. Enfin, Robert redescendra pour tuer Daniel. Ensuite, les frères devront découper les corps, les stocker dans des bacs dans le grenier pour gagner du temps. Ensuite, ils iront récupérer les armes à l'armurerie le matin, charger le GMC Yukon familial et partir vers l'État de Washington. En chemin, ils s'arrêteront dans des stations-service ou des restaurants et tueront 5 personnes à chaque étape. Enfin, ils retireront leur armure, rangeront leurs armes dans des sacs, puis lanceront des cocktails Molotov pour brouiller les pistes. Objectif de Robert, faire 50 victimes. Mais c'est le strict minimum. Son objectif ultime, si tout se passe bien, entre guillemets, c'est de tuer 500 personnes. Un nombre qui dépasse tout ce qui a été fait avant lui. Sauf que la vraie vie, c'est pas GTA, et ça va pas du tout se passer comme il l'espère. D'ailleurs, ça commence quand Robert se rend compte qu'il y a une chose qu'il n'a pas anticipée. Pour récupérer les armes commandées en ligne à l'armurerie, il faut avoir 21 ans. Or lui, il n'en a que 18. Convaincu que les gens meurent rapidement quand on les poignarde, les frères décident donc de se contenter des seuls couteaux qu'ils ont pu récupérer pour la tuerie à venir. Le 22 juillet, jour J, Michael passe des heures à tenir Autumn dans ses bras. Sa petite sœur de 23 mois s'apprête à fêter ses 2 ans. Il y a même un gâteau d'anniversaire qui l'attend dans le réfrigérateur. Pourtant, le plan établi par ses frères la condamne elle aussi. Tout est décidé, préparé et calculé. Les frères Beaver ne reculeront pas. La nuit venue, ils tueront toute leur famille. Et ce moment s'apprête à débuter.
À 23h30, Crystal monte dans la chambre de ses frères pour leur rappeler que selon les instructions de leur mère, ils doivent finir de faire la vaisselle et s'occuper des chats. L'adolescente de 13 ans trouve Robert et Michael en train d'enfiler des gilets pare-balles. Plusieurs couteaux sont également étalés sur le lit. Seulement, c'est pas la première fois qu'elle les voit faire ça, donc ça la surprend pas vraiment. Crystal se contente de transmettre le message et tourne les talons, avant d'entendre Michael demander quelque chose à Robert derrière elle. Le quelque chose en question, c'est une demande de feu vert. On le fait là, maintenant ? Robert répond par l'affirmative. C'est alors que Michael rappelle sa sœur pour lui demander de venir voir quelque chose sur son ordinateur. Crystal hésite, mais revient sur ses pas. Et tandis qu'elle se penche vers l'écran, Robert s'approche par derrière, plaque sa main sur sa bouche, puis lui tranche la gorge. Ça y est, il s'est glissé dans la peau du personnage décrit dans son journal. Sauf qu'il y a un gros accroc dans son plan. Crystal devait mourir silencieusement, pour que ses frères puissent glisser son corps dans un placard sans que personne ne s'en aperçoive. Mais même avec une grosse entaille au niveau du cou, elle crie en se débattant. Un cri qui change tout. Pour essayer de la faire taire, Robert la poignarde plusieurs fois dans la poitrine, les bras et les épaules. Malgré tout, l'adolescente réussit à sortir de la chambre en courant. April, qui a entendu les hurlements de sa fille, monte à ce moment-là pour voir ce qui se passe. Pris d'une véritable folie meurtrière, Robert se retourne vers elle. Une lutte acharnée commence entre la mère de famille et son fils aîné. April se bat avec Robert. Elle lui mord la main et essaie d'attraper son couteau. Elle se défend vraiment becs et ongles. Sauf que ça change pas grand-chose. Robert reste plus fort qu'elle et il parvient à la poignarder 48 fois. Elle prend plus de coups de couteau que toute autre victime cette nuit-là. Pendant ce temps, Crystal tente de trouver un téléphone. Elle dégringole l'escalier et pousse la porte d'entrée pour déclencher l'alarme. Elle réussit à la mettre en route, mais Michael entre rapidement le code pour la couper. Sa sœur s'effondre sur la pelouse. Elle est si grièvement blessée que ses intestins commencent à sortir de ses plaies abdominales. Robert la retrouve sur le gazon, l'entend murmurer, puis commence à l'étrangler pour l'achever. Ensuite, il demande à Michael de la ramener à l'intérieur pour que les voisins ne puissent rien voir. Ce qu'il ignore, c'est que Crystal n'est pas morte. Elle a réussi à feinter un évanouissement pour que son frère relâche son étreinte. Et ça a marché. Christopher et Victoria entendent tout depuis leur chambre et s'enferment dans la salle de bain. Donc Michael doit ruser. Il frappe discrètement à la porte, puis chuchote à travers que Robert essaie de le tuer et qu'il a besoin d'aide. Les deux enfants n'ont aucune raison de ne pas le croire. Donc ils ouvrent. Leur frère s'engouffre alors dans la pièce et poignarde Christopher 21 fois. Victoria, elle, prend 23 coups de couteau. À 7 et 5 ans, les enfants se vident de leur sang à même le sol, simplement vêtus d'un pyjama. Daniel, 12 ans, n'a pas encore été repéré par ses frères. Il a même réussi à s'enfermer dans le bureau de leur père, d'où il appelle le 911 pour signaler les faits. Le fameux coup de fil dont je vous ai parlé en début de vidéo. Dans l'enregistrement, on entend l'adolescent chuchoter à quelqu'un. « S'il te plaît, me tue pas ». Encore une fois, Michael frappe à la porte en disant que Robert va le tuer s'il ne trouve pas refuge quelque part. Tout comme Christopher et Victoria avant lui. Daniel le croit sur parole et le laisse entrer. Une fois en face de son jeune frère, ce dernier s'écarte et dit à son complice « Il est tout à toi ». Robert entre dans la salle de bain avant de poignarder l'adolescent 21 fois dans le dos, l'épaule et la poitrine. Michael s'est déjà chargé de casser le téléphone en le jetant au sol, afin de couper la communication établie avec le 911. Seulement, ça n'a pas suffi. Les autorités sont déjà en route. Réveillé par le vacarme causé par les différentes agressions, David sort du lit conjugal pour aller voir ce qui se passe. Quand son père l'aperçoit, Robert lui saute dessus avec le plus grand couteau qu'il a et le poignarde sauvagement 28 fois. Tout ça s'est passé en quelques minutes et juste après, la maison est silencieuse. Autumn dort toujours dans sa chambre à l'étage. Selon le plan établi, ses frères devaient lui couper la tête à la hache. Leur plan connaît un imprévu quand ils entendent les sirènes des voitures de police. Donc, ils doivent abandonner l'idée et s'enfuir. Ils cherchent les clés du GMC pour partir en voiture, mais ne trouvent ni le sac d'April, ni ses clés. Dans la précipitation, Robert laisse tomber une plaque de son armure en sortant par la porte arrière de la maison. Une fois à l'extérieur, il se cache avec Michael dans un buisson situé non loin, dans les bois. Ce dernier dit à son frère qu'ils auraient dû utiliser des armes à feu, ce à quoi il répond « C'était un plaisir de travailler avec toi ». Grâce à l'appel passé par Daniel avant sa mort, la police arrive sur les lieux très rapidement. La première chose que les officiers repèrent, c'est du sang sur le perron de la maison. Puis ils entendent une voix à l'intérieur. Quelqu'un dit doucement « Aidez-moi ». Crystal est encore en vie
Elle attendait d'entendre la porte s'enfoncer pour se manifester. L'adolescente est exactement à 8 mètres de l'entrée. Elle a laissé une traînée de sang depuis le seuil de la porte, jusqu'à l'endroit où elle a rampé. Vu la gravité des blessures, les policiers ne s'attendent même pas à ce qu'elle survive. Alors ils lui demandent de leur donner le nom des coupables. Et par chance, Crystal arrive à leur donner les informations. Plus surprenant encore, elle parvient à survivre à la tentative de meurtre barbare dont elle a été victime. En fouillant la maison, les policiers découvrent les corps de Daniel, David, April, Christopher et Victoria. Seule la petite Autumn est retrouvée saine et sauve. Reste à mettre la main sur les responsables de ce carnage. Robert et Michael, encore tapis dans l'obscurité derrière la maison. Les chiens pisteurs les retrouvent à peine 4 minutes après leur arrivée sur place. Sur les photos prises durant l'arrestation, on peut voir Robert, chemise remontée sur son gilet pare-balles, couvert de sang. Il fait un effort visible pour ne montrer aucune émotion et ne s'autorise à afficher que ce qui ressemble à un sourire. Michael est à côté de lui, la chemise presque arrachée par le chien de police qui l'a attrapé, et le regard dans le vide. Les deux frères vont être interrogés séparément cette nuit-là, et ce qu'ils vont dire va dépasser tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Pendant leur interrogatoire, les deux frères avouent rapidement. Pas après des heures de pression ou parce qu'ils ont cédé sous l'épuisement, ils passent à table spontanément, presque avec enthousiasme. Dans les premières minutes qui suivent leur arrestation, l'un d'eux révèle aux policiers que les plans du massacre sont stockés sur une clé USB, trouvable dans la maison. Personne ne lui a demandé. Il a juste balancé ça parce qu'il en avait envie. Robert est interrogé en premier. Il est calme, détendu, et même légèrement excité par ce moment quand il raconte les détails. Il rigole et ricane à plusieurs reprises pendant l'interrogatoire, en disant qu'il a toujours été fasciné par l'idée de tuer des gens. Quand l'enquêteur lui demande si sa famille méritait de mourir, Robert répond sans hésiter. « Ma famille ? Oui, c'était de très mauvaises personnes. Ils étaient la lie de la société. Ils nous ont fait comme ça. » On lui demande alors si même sa petite sœur, qui n'était encore qu'un bébé, méritait elle aussi de mourir. Robert rétorque que oui, parce qu'elle commençait à montrer ces traits-là, et qu'elle ne l'aimait pas. Il raconte au passage que le meurtre n'est pas si grave que ça. Oui, c'est illégal, mais il voit pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Que tuer aurait été comme un loisir, et que Michael et lui seraient devenus des superstars du meurtre. Robert est complètement décomplexé. Tuer une seule personne ne change rien, dit-il. Ça a fait qu'égaliser le compte. Mais en tuer plusieurs l'a rendu comme un dieu. Au fond, la seule chose qu'il regrette, c'est que son plan ne se soit pas déroulé comme prévu. Il précise que c'était pas comme à la télé, où tu coupes une fois et les gens meurent, et se permet de rire en parlant de la tentative de meurtre de Crystal. On a mis une serviette et tout, mais elle a fait un tel bordel. Robert compare carrément ses actes tordus au jeu vidéo GTA, dans lequel le joueur accumule des points s'il parvient à tenir la police à distance. Enfin selon lui, parce que la seule chose qu'on peut accumuler pendant une course-poursuite avec les flics dans GTA, ce sont des étoiles de recherche, et c'est bien connu. C'est pas lui qui se croyait plus intelligent que tout le monde ? Quoi qu'il en soit, Robert est fier de ce qu'il a commis, et il aurait vraiment aimé que ça dure bien plus longtemps. Il ne cherche pas à le cacher, il assume même ce qui était son objectif depuis le départ. Comme Dylan Klebold, Eric Harris ou encore James Holmes, leurs grandes idoles, les frères Beaver voulaient se faire une place dans l'histoire, entrer au panthéon des meurtriers les plus célèbres et avoir leur propre page Wikipédia. À l'origine, Robert souhaitait filmer 2 vidéos sur la scène de crime. L'une avec les corps, à destination des enquêteurs, et l'autre sans. Une version qu'il qualifie de tout public, destinée à être postée sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, Robert précise que si Michael et lui ne se sont pas ôtés la vie après les meurtres, c'est justement pour voir leur notoriété grandir depuis leur cellule. Enfin, il ajoute qu'il est content du résultat, parce que les mauvais traitements dont il était victime sont enfin mis en lumière. Interrogé à son tour, Michael est plus hésitant que son frère au début. Il semble impressionné par les enquêteurs. Il dit d'abord qu'il n'a tué personne. Puis, progressivement, il lâche tout ce qu'il sait sur Robert et le déroulé des événements. Étrangement, il parle de leur mère avec une curieuse tendresse. Michael admet avoir poignardé April, mais aussi Christopher pendant que ce dernier criait. Le tout en indiquant que c'est Robert qui lui a demandé de venir l'aider dans la salle de bain. Il dit que son frère aîné était son monde entier et que la tuerie du 22 juillet se serait produite de toute façon, avec ou sans sa participation. L'adolescent de 16 ans révèle que pendant qu'il se cachait de la police, Robert lui a dit « 6 sur 7, c'est pas mal ». Pourvu d'un peu plus d'empathie que son frère, le plus jeune a vomi en entendant ça.
Cela dit, s'il essaie quand même de se dédouaner au maximum en mettant le gros des meurtres sur son frère, les preuves montrent qu'il est mouillé jusqu'au cou. La clé USB, retrouvée dans la maison, contient les plans détaillés de la tuerie. Et puis il y a les traces des armes commandées par les frères, mais aussi celles de leurs recherches sur des tueurs de masse. Les enquêteurs trouvent également des épées, des machettes, des fléchettes, un masque noir, un atlas routier des États-Unis et des caméras de surveillance placées près des endroits où 3 décors ont été retrouvés. Voilà, Robert et Michael ont tout avoué dans les heures qui ont suivi le massacre. Pourtant, les 2 frangins réservent encore leur lot de surprises. Tout le monde pensait légitimement que cette histoire serait rapidement réglée désormais. Sauf que non. 1 an plus tard, une surprise va survenir. Le 7 septembre 2016, Robert plaide coupable en silence. Il se lève devant le juge pour dire que son frère et lui ont agi ensemble et sont responsables de la mort des membres de leur famille, puis il se rassoit. Son avocat révèle à la presse que l'objectif était d'éviter la peine de mort et qu'ils l'ont atteint avant d'ajouter une phrase que personne n'oubliera. Notre client aura probablement une vie plus facile en prison que chez lui. Personnellement, le procureur croit que Robert mérite la peine de mort. Mais il choisit de ne pas le poursuivre pour ça, juste pour éviter que Crystal ne soit forcée de revivre les détails du carnage devant une cour d'assises. L'adolescente et sa famille adoptive ont une seule demande, que Robert ne sorte jamais. Et ils ont été exaucés parce qu'à moins d'un miracle, il ne le fera effectivement que les pieds devant. Robert écope de 6 peines de prison à perpétuité consécutives, 5 sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres, et 1 pour avoir tenté de tuer Crystal. Il semble qu'entre-temps, le tueur en quête de notoriété se soit légèrement dégonflé. Et oui, celui qui tenait tellement à rester en vie pour devenir célèbre, a tenté de mettre fin à ses jours en cellule le 17 juin, 2 mois et demi. Avant l'audience, Robert a noué un drap autour de son cou et s'est pendu au-dessus des toilettes. Par chance, un gardien l'a trouvé juste à temps. L'incident n'est rendu public que le 6 juillet, presque 3 semaines après qu'il se soit passé. Histoire de redorer son blason de gros dur, Robert se fait tatouer les phalanges en prison. D'un côté, LWOP x5 pour ses 5 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et de l'autre, le mot « life ». Le procès de Michael, lui, s'ouvre le 16 avril 2018 et dure 4 semaines. La défense suit une ligne simple, à savoir faire porter le chapeau à Robert. C'est lui qui était le cerveau, le meneur, le modèle de Michael. Ce dernier n'a donc fait que suivre son frère aîné, qui avait une forme d'emprise sur lui. Oui, mais ce qui n'était pas planifié, c'est que Robert vienne témoigner pour valider tout ça. Il se présente à la barre en combinaison de prisonnier, menotté, tatouage visible sur les doigts, pour soutenir que c'est lui qui a commis tous les meurtres et agressions. Selon son frère, Michael n'a fait de mal à personne. Robert prétend qu'à l'époque où il a fait ses aveux, il a voulu lui donner du crédit, parce qu'il pensait qu'il allait devenir célèbre. Et il voulait pas le priver de gloire. Mais quel poids peut-on donner à sa version? Notamment quand on sait que depuis, il a été diagnostiqué comme souffrant d'une dépression majeure, avec tendance psychotique, et d'un syndrome de stress post-traumatique. Plusieurs médecins pensent aussi qu'il est atteint d'un trouble de la personnalité borderline, d'une schizophrénie, et qu'il est autiste. Robert dit au tribunal qu'avant son arrestation, il n'avait jamais vu de médecin ou de professionnel de santé mentale de sa vie. À la surprise générale, quand on lui montre une photo de la hachette retrouvée sur la scène de crime, il commence à respirer très fort et éclate en sanglots. Il répète sans cesse qu'il ne sait pas à quoi il pensait. Derrière l'écran, destiné à cacher sa sœur venue témoigner, Michael essuie ses larmes avec la manche de sa veste. Le technicien qui a passé 17 heures dans la maison et pris 600 photos doit quitter le tribunal quand le cliché des corps de Christopher et Victoria apparaît à l'écran. Même pour un homme qui s'est rendu sur quelques 1500 scènes de crimes durant sa carrière, c'est insoutenable. Durant son contre-interrogatoire, Robert admet finalement que ce qu'il a dit aux policiers le soir de son arrestation était la pure vérité. Mais ça n'a pas grande importance, parce que personne dans le jury ne l'a cru quand il a dit avoir agi seul. Le 9 mai 2018, Michael est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. À l'audience de condamnation, il se lève devant la juge, les jambes tremblantes, et demande à s'asseoir à mi-discours. Mais à aucun moment, il ne prononce le mot « désolé ». Pourtant, les jurés recommandent des peines avec possibilité de libération conditionnelle, parce qu'ils estiment que Michael n'est pas irrémédiablement corrompu. 6 d'entre eux vont jusqu'à écrire une lettre à la juge pour lui demander d'ordonner des peines concurrentes.
Certains se déplacent même en personne à l'audience pour appuyer cette requête. La mère adoptive de Crystal dépose un témoignage qui va dans le sens inverse. Elle craint que Michael sorte un jour et tue sa fille pour finir ce qu'il avait commencé avec son frère. Dans un journal retrouvé dans sa cellule par un gardien qui l'a signalé parce qu'il contenait des dessins morbides et violents, Michael résume l'affaire en une page. Il était une fois 2 frères nommés Robert et Michael. Ils haïssaient leur famille, alors ils les ont tués. Fin. D'autres pages du journal montrent un dessin de la fusillade d'Aurora avec la mention « Mon héros » sous le nom de James Holmes, le tueur. Mais aussi des croix gammées au crayon rouge avec White Power et plusieurs représentations de méthodes pour en finir. Il apparaît que Michael est plus qu'instable. Peut-être que c'est pour cette raison que la juge ordonne des peines consécutives, mais très lourdes. Il écope de 5 réclusions à perpétuité, plus 28 ans pour l'agression de Crystal. En tout, il a plus de 200 ans d'emprisonnement à purger avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Va falloir éviter les burgers à la cantine là. Après tout ça, Michael se fait discret. Par contre, Robert, lui, ne tarde pas à se faire remarquer à nouveau. En juillet 2019, il attaque 2 agents pénitentiaires dans la salle commune de son établissement, avec un instrument aiguisé de 20 cm. Heureusement, il est vite maîtrisé et ne tue personne d'autre. Résultat, en novembre 2020, il écope de 3 réclusions à perpétuité supplémentaires, ce qui porte son total de peine d'emprisonnement à vie à 9. Si ça a encore du sens. La maison du 709 Magnola-Courte, devenue scène de crime, a brûlé le 18 mars 2017 dans des circonstances non élucidées. Même s'il y a fort à parier que des gens voulaient tout simplement que cet endroit et ses souvenirs disparaissent à jamais. Suite au meurtre, elle était devenue un site de tourisme macabre, fréquenté par des chasseurs de fantômes, des vandales et des adolescents du coin. Le 27 mars 2019, le Reflection Park est inauguré à l'emplacement exact de la demeure. Un voisin qui habite là depuis 1995 dit qu'à présent, il pense aux filles quand il voit ce parc depuis sa fenêtre. Crystal et Autumn ont été adoptées par une famille de Tulsa. Dans leur malheur, elles ont pu rester ensemble et ont choisi de ne pas parler publiquement. Aujourd'hui, elles ont une autre famille, un nouveau prénom qu'on ne dévoilera pas et une vie qu'on ne racontera pas non plus. En 2025, dans sa première interview filmée depuis les meurtres, Robert révèle que sa motivation était le terrorisme et vivre le combat comme prélude à la fin de sa vie. Voilà la preuve qu'il n'a pas changé d'un pouce, et que 9 condamnations à perpétuité, c'est même peut-être encore un peu léger pour lui. Dans un autre contexte, l'affaire Damian Bendel, que je t'avais raconté sur la chaîne, était un peu similaire dans l'exécution du crime, et à chaque fois, ça me donne froid dans le dos. Merci à Mammouth AI d'avoir sponsorisé la vidéo, retrouve le lien en description pour tester la plateforme. On est arrivé au bout de cette enquête, un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très vite. Bye.